Je vais vous raconter une histoire à propos d'un de mes proches. Alors je ne vais pas prétendre connaître chaque détail exact. Personne ne peut vraiment dire ce qui s'est passé. On a complété les blancs, on a brodé. Si parfois ça sonne étrangement, c'est normal. On a dû reconstituer avec ce qui restait. Installez-vous, baissez la voix, ça va être froid. Rémi était un type adorable, charmant, facile, ce genre d'ami que tout le monde aimait. Son seul vrai défaut, et c'était un gros, c'est qu'il fumait comme un damné. 1,5 paquet par jour, minimum. Il était en surpoids, ses proches s'inquiétaient. Pour lui, on redoutait tous qu'il parte tôt à cause du tabac et de sa santé qui déclinait. Il n'écoutait personne. Il aimait ça. Il aimait la sensation, la petite bouffée qui effaçait tout, juste un instant. Il nous disait souvent « Laissez-moi vivre ma vie, je veux pas arrêter ». On était triste parce qu'on l'aimait, parce qu'on voulait qu'il ait une famille un jour, parce qu'il ne se donnait pas la même valeur que nous, à nous qui l'aimions. L'affaire dont je vais vous parler s'est déroulée une nuit glaciale de décembre, à Montréal, au Québec. Notre ami Mario se mariait. Évidemment, Rémi avait été invité. Là où il allait, il faisait la fête, il amenait la chaleur. Sauf que la maison de Mario était ferme sur une règle, pas de cigarettes. Des enfants allaient être présents, et les invités ne voulaient pas d'un nuage de fumée pour cette journée. Rémi m'avait dit qu'il voulait être là, qu'il avait peur de ne pas tenir sans fumer, qu'il serait honteux de s'éclipser parce que tout le monde verrait où il allait. Une part de moi a été soulagée d'entendre qu'il avait honte. Peut-être, me suis-je dit, qu'il commençait à détester sa propre habitude. Ça m'a donné de l'espoir. Je l'ai rassuré. Je lui ai soufflé que si besoin il pourrait s'éclipser 5 minutes, se fumer une cigarette et revenir, personne ne le remarquerait. J'essayais d'être solidaire, pas complice. Mais je connaissais la vérité. Un homme accro à 1,5 paquet par jour ne va pas tenir des heures sans que la main ne tremble, sans que le ventre se noue, sans que la tête lui crie de fumer. Pendant la cérémonie, il s'était éclipsé quelquefois. Il revenait rouge, essoufflé, les doigts encore chauds, de la clope. Personne n'avait bronché. Je me rappelais de cette sensation, la bouffée qui calme, l'odeur âcre qui reste sur les doigts. Tout ça m'aidait à compatir. Mais la réception allait changer la donne. La réception se déroulait chez Mario, dans un quartier serré du plateau Mont-Royal. Rue étroite, rangée de maisons collées les unes aux autres. Il n'y avait pas vraiment d'endroit pour disparaître et fumer sans être vu. Rémi est venu me voir, en sueur, la respiration hachée. Il m'a dit qu'il allait devoir partir s'il ne trouvait pas un coin pour allumer. Je n'ai pas su quoi répondre. Je lui ai répété que ce jour comptait, qu'il fallait qu'il reste pour Mario. Et il a hoché la tête. Je l'ai vu sortir par la porte d'entrée. Je n'ai su, à ce moment-là, que c'était la dernière fois que nous le voyions vivant. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est ce que la Sûreté du Québec a conclu, après avoir reconstitué, après avoir fouillé. Rémi est sorti de la maison et a pris à droite. Il a marché environ 30 mètres. Là, il a repéré une ruelle minuscule, un couloir entre 2 maisons, bouché par une grille. Il a dû se dire que personne, à la réception, ne verrait quelqu'un se fumer une cigarette là-dedans. Il a forcé la grille. Elle a gémi un bruit métallique étouffé, et le son de sa respiration, dans le froid, est devenu aigu, presque comique. Il s'est glissé entre les 2 murs, a refermé la grille derrière lui, comme si fermer la porte faisait disparaître le monde. Il s'est plaqué contre le mur parce que l'espace était étroit, trop étroit pour s'installer face à la grille.
Il a sorti son paquet, a tiré une cigarette, l'a approchée de ses lèvres, a cliqué le briquet. La flamme a craqué, le vent de décembre a tenté de souffler la lueur. On a tous senti, quand on allume dehors, cette odeur de métal chaud, ce goût de fer sur la langue. Puis le geste banal. Rémi a laissé tomber son paquet. Il s'est penché pour le ramasser. Et là, la ruelle a joué contre lui. Il s'est coincé. Il a glissé, luttant, la poitrine écrasée contre ses cuisses, la tête en avant. Son torse s'est comprimé. Il ne pouvait plus respirer comme avant. L'air s'est trouvé bloqué. Chaque inspiration est devenue une lutte. Dans cette posture tordue, il est devenu incapable d'appeler. La voix a été étouffée par son propre corps. Il a tenté de se débattre. Il a poussé, reculé, mais plus il bougeait, plus il s'enfonçait. Le tissu de son manteau a frotté la pierre. La peau de son cou a senti l'air glacial ronger. On a décrit plus tard des restes de suie sur ses doigts. La cigarette, elle, a roulé. Elle est tombée de ses lèvres. L'embout incandescent a rencontré son pantalon. On a dit qu'elle a percé le tissu avec une petite brûlure, une marque ronde, comme une signature. Et puis le froid. L'air soulevait la cendre. Il a senti la morsure immédiate, un goût de métal et de feu qui se mélangeait au gel. Le cœur a commencé à tambouriner si fort qu'il a dû l'entendre dans les tempes. Mais sa cage thoracique n'a pu suivre. Le poids de son corps a écrasé ses poumons. L'air a fini par ne plus entrer. Il s'est étouffé. Il n'a pas crié longtemps. Il n'a pas pu. Même s'il avait voulu appeler au secours, sa poitrine ne l'a pas permis. Le souffle est devenu un râle étouffé, puis un silence plus épais que la neige qui tombait. Là, coincé entre deux murs, la nuit a prolongé son arrêt. La cigarette a consumé ses dernières cendres. La respiration de Rémi s'est arrêtée en silence, presque sans bruit, sous la morsure de l'air glacial. Personne ne savait où il était. À la réception, on a cru qu'il était parti, sans dire au revoir. Ce n'était pas dans ses habitudes, mais parfois, les gens sortent sans prévenir. Après plusieurs jours sans nouvelles, presque 3 jours et 3 nuits, j'ai appelé la Sûreté du Québec. Ils ont fouillé le secteur près de la maison de Mario, le dernier endroit où on l'avait vu vivant. Ils ont fini par retrouver son corps, exactement dans cette position, dans cette ruelle trop étroite. Le froid l'avait presque figé, la peau marquée par le gel, des zones de bleu profond. On a dit qu'il était resté là dans l'air glacial pendant près de 3 jours. Son corps s'était raidi, presque collé au mur par la gelure. L'extraction a été un cauchemar logistique. Il a fallu plusieurs personnes pour le dégager. Des couvertures, des gants, des mains qui tremblaient plus de peur que de froid. On a appelé sa mère pour l'identifier. Même si nous savions tous que ce ne pouvait être que lui, le voir comme ça a brisé quelque chose. Le deuil a été immédiat, violent. Son enterrement a été rempli à craquer. Tout le monde voulait dire combien il était bon, comique, généreux. On a raconté ses blagues, sa façon de réchauffer une pièce. Mais dans chaque discours, dans chaque regard, il y avait ce poids. On se demandait comment quelque chose d'aussi banal, un paquet de cigarettes, une grillage, un coin trop étroit, avait pu tout arrêter. La culpabilité nous a rongés. Moi le premier. J'ai pensé pendant des mois que j'aurais dû lui dire « Rentre chez toi, vas-y, fiche le camp si tu ne tiens pas ». Une phrase simple, et peut-être il serait rentré, près d'un poêle, près d'un radiateur, la clope éteinte. Peut-être, mais on ne saura jamais. Tout ce que nous avons, ce sont des images. La grille qui grince, la lueur d'un briquet, la marque brûlée sur un pantalon,
et ce sentiment amer que nous l'avions honteux pour quelque chose qu'on nous aurait dû protéger. Parfois, la nuit, je repense à son dernier souffle. J'entends un cœur qui bat trop vite, la neige qui crisse sous des pas pressés, la petite flamme qui claque. Et je me rappelle cette règle stupide, ce non-fumeur imposé pour le confort des autres. Nous voulions protéger des enfants. Nous voulions une belle journée. Nous avons fermé la porte sur un ami. Et le froid l'a pris. Si vous êtes là, si vous avez un ami qui s'échappe pour fumer, si vous voyez quelqu'un qui rougit, qui gémit d'envie, dites-lui que c'est correct de partir. Dites-lui que vous l'attendrez. La honte, parfois, tue plus vite que la fumée. Je détestais les mariages. Tout. La guimauve, les mêmes palettes de couleurs qu'on ressort à chaque fois, le buffet qui se prend pour un banquet, poutine, tourtière, et encore des poutines en plus. La liste pouvait durer des heures. Mais ce que je haïssais plus que tout, c'était quand mes amis essayaient de me caser pendant leurs noces. Personne ne comprenait que je n'avais aucune envie d'être en couple, que je n'avais aucune envie de me marier un jour. Contrairement à ce que tout le monde pensait, j'aimais être seul. C'était tranquille. L'idée de me réveiller avec un homme qui respire près de moi me donnait la nausée. Je n'avais pas besoin de partager ma vie. Je n'avais pas besoin de romance. Juste mon chien et une tasse de café au lait brûlante avant d'aller bosser. Point final. Pourtant, j'avais gardé mes amis du cégep de Québec. J'avais accepté leurs petits copains sans intérêt. Résultat, j'ai dû me coltiner au moins 3 mariages par an depuis 4 ans. Oui, je le disais, j'étais dur, mais je les aimais, mes amis. Alors je n'ouvrais pas la bouche quand elles me présentaient leurs fiancés. Je n'allais pas leur cracher ça en pleine face. Là, je raconte pour que vous saisissiez tout ce que j'ai ressenti. Tout a commencé avec Yolande, qui allait se marier. Bien sûr, elle m'avait invité, à la salle près des plaines d'Abraham. Je n'étais pas emballé en ouvrant l'invitation, comme d'habitude. Mais Yolande, c'était Yolande. On était amis depuis la naissance. Nos mères avaient grandi ensemble dans le même quartier. On était liés. Et puis son futur, Jean-François, n'était pas aussi insupportable que d'autres. Le jour est arrivé. Je l'ai vu sourire, et je me suis dit que, tiens, ce n'était pas si mal. Ça commençait doucement. Ça a fini par devenir l'enfer. Ce jour-là, pendant la réception, mes amis me présentaient des gars. Toujours les mêmes rengaines, les mêmes tentatives. Je n'étais intéressé par aucun, jusqu'à Alexis. Lui ne me lâchait pas. Dès qu'on m'a présenté à lui, il m'a collé comme une ombre. J'allais aux toilettes, il était derrière la porte. J'y suis resté une bonne 20aine de minutes, à me cacher. Et il était là quand je suis sorti. Il m'attendait. Il était lourd. Il a commencé à devenir carrément flippant. Il répétait qu'il était empathique. Il me suppliait de le laisser lire qui j'étais. « Laisse-moi te dire ce que je vois », qu'il disait, la voix pâteuse. Je me suis arrêté net. J'ai répondu que je me connaissais très bien, merci. J'ai essayé de l'ignorer. Ça n'a rien donné. Il a pris sur lui, le grand voyant, pour me vomir dessus ses révélations. C'étaient surtout des insultes camouflées en vérité. Tu es une lâche, tu te caches, tu pourrais changer si tu me donnais une chance. Il a passé ce qui m'a paru des heures à m'attaquer, à me déchirer doucement. J'ai craqué, je me suis éloigné. Il m'a suivi, jusqu'à ce que je me retourne et que je hurle dans sa face. Arrête de me suivre,
Arrête de me parler, laisse-moi tranquille, tu me fais peur. » Il n'a pas dit un mot. Il a pris un visage dur, presque en colère, et il s'est retourné. Il est parti, comme si on venait d'éteindre une lumière sale. Après ça, les courriels ont commencé. Alexis m'écrivait pour me dire qu'il me pardonnait et que je n'avais pas à m'excuser. Il proposait des rendez-vous, au Café du Monde, dans le Petit Champlain. Je ne me suis jamais présenté. Il a continué d'écrire, s'inquiétant. Qui lui avait donné mon courriel ? Si je le découvre, je lui aurais fait la peau. Intérieurement, je jurais, et je l'ai dit à voix basse, dans les verres du bar. Puis il y a eu les visites. Des coups frappés à ma porte, des voix qui appelaient mon prénom. Je sais que tu es là, j'entends ton chien. Il disait ça comme si c'était normal, comme si écouter mon chien aboyer lui donnait le droit d'entrer chez moi. Il a essayé la poignée plusieurs fois. J'ai senti mes doigts devenir froids. J'ai eu la chaise du sang glacé dans la gorge. J'aurais dû appeler la Sûreté du Québec. Mais je me suis dit qu'il n'était pas si dangereux. Idiote. J'ai commencé à bloquer ses adresses courriels, à le bloquer sur les réseaux sociaux. Puis les cadeaux ont commencé à s'accumuler sur le palier. Des chocolats d'une chocolaterie du coin, des peluches écrasées, des ballons crevés avec des mots griffonnés dessus. Une odeur de cacao qui persistait dans l'escalier. Je prenais tout et je balançais à la poubelle. Tout ça me donnait la nausée. Mes amis m'ont dit « Tu as un harceleur. Va au palais de justice, demande une ordonnance de protection. » Marie-Claude, celle qui m'avait présenté le type, m'a dit qu'elle ne le connaissait presque pas. Juste un ami d'un ami, quelqu'un qui avait été le cavalier d'une connaissance. Il lui avait demandé de me présenter. J'ai pensé porter plainte. Mais il ne m'avait jamais attaqué vraiment, pas en chair et en os. Juste ces intrusions, ces messages, ces présents, jusqu'à cette nuit. Je sortais du boulot, d'une tour de bureau près de la place Laurier. Il était tard, 2 heures du matin. Le stationnement souterrain était désert. L'air avait le goût du vieux béton, un léger relent d'huile, d'humidité. Je marchais vers ma voiture. Mes talons résonnaient. Mon cœur battait fort, mais rien d'inhabituel. J'avais marché seul la nuit des tas de fois. Et puis je l'ai vu, à l'autre bout du stationnement. Il venait vers moi. Il a souri et il a dit seulement « Enfin, te voilà, ma belle. Prête à rentrer avec papa ? Papa a manqué son petit bébé. » Sa voix avait tremblé, suintante. J'ai hurlé. Un cri qui m'est sorti du ventre, pur et froid. J'ai sprinté. La distance entre lui et ma voiture était plus courte que celle qui me séparait de la porte. C'était une course. Mon souffle brûlait. Mon cœur tapait comme un marteau contre mes côtes. Heureusement, il était en surpoids. Sinon, je n'aurais jamais pu le semer. À peine 6 mètres nous séparaient, et j'ai atteint la voiture. J'ai forcé la portière, je me suis glissé à l'intérieur, j'ai claqué, verrouillé. Il a atteint la voiture quelques secondes après. Ses yeux étaient écarquillés, la sueur dégoulinait de son front, mouillant ses vêtements. Il a commencé « Bébé, bébé, sors, papa veut jouer, rentre avec papa. » Sa voix se fissurait. Il a battu sa poing contre la vitre. Mes mains tremblaient. J'ai senti l'odeur de la transpiration, de vieux savon ou peut-être de l'alcool. J'ai sangloté. J'ai mis le contact en reculant. J'ai vu, comme une marée, qu'il courait vers sa voiture, se faufilant entre les véhicules pour être le plus proche possible. J'ai roulé en trombe. J'ai foncé vers la Sûreté du Québec la plus proche. Chaque feu me paraissait une éternité. Mon rétroviseur me rendait sa silhouette, qui zigzaguait pour me rattraper.
Les phares l'ont éclairé par instants, une carrure qui respirait la folie. J'ai garé sans réfléchir devant le poste. J'ai claqué la portière et j'ai couru à l'intérieur, les larmes coulant, la voix étranglée. « Au secours! Aidez-moi! Il va me tuer !» Il est entré avec moi. Il m'a attrapé par les cheveux et a essayé de me traîner dehors. Le monde s'est ralenti. La peur m'a fait crier encore plus fort. Et puis, comme si Dieu avait un compte à régler, des agents de la Sûreté du Québec ont surgi. Ils se sont mis autour de lui plus vite que je n'aurais pu cligner des yeux. J'ai entendu le métal des étuis, des ordres secs. « Lâche-la !» Il a relâché ma chevelure, il a levé les mains. Ils l'ont plaqué au sol, ils l'ont menotté, ils l'ont embarqué. Ils ont fouillé sa voiture. Ils ont trouvé du ruban adhésif et une pelle. Les mots sont tombés entre mes dents comme des pierres. Les agents m'ont regardé. Ils ont dit des choses rassurantes. Ils ont pris ma déposition. Il a été arrêté. Il attendait son procès au Palais de justice de Québec, au moment où j'écris. Beaucoup de gens disent « On ne sait pas ce qu'il comptait te faire ». Ils parlent comme si la surprise était possible, comme si ce n'était qu'une possibilité. Moi, je savais. Je savais exactement ce qu'il allait me faire. Il ne cherchait pas seulement à me déranger. Il prévoyait la fin. Le ruban adhésif, la pelle, le regard vide quand il disait « Papa ». C'était clair. Il allait me tuer. Je n'ai jamais retrouvé vraiment le calme depuis. Chaque bruit de clé qui gratte la serrure me tend. Chaque petit paquet livré me serre l'estomac. Parfois, la nuit, je me réveille, haletante, et j'attends, à écouter la respiration de mon chien, le chauffage qui claque, un corps qui s'approche. Je n'ai jamais été aussi seul qu'après ça, et ça, étrangement, m'a sauvé. Avant de vous raconter la pire nuit de ma vie, celle qui devait être la plus belle, je dois poser quelques bribes d'histoire, sinon tout va paraître fou. L'homme que j'ai fini par épouser n'a rien à voir avec les gars que je fréquentais quand j'étais plus jeune. Je n'ai pas honte de dire que j'ai été dépendante, mais ça vous donne aussi une idée du genre de gens qui m'entouraient. J'ai grandi dans Hochelaga Maisonneuve, pas un coin pour les délicats. Mes parents ne s'occupaient pas de moi. Si je rentrais et qu'il y avait quelque chose dans le frigo, c'était un miracle. À 15 ans, j'ai quitté l'école et je suis parti vivre avec mon chum de l'époque. Il avait 24 ans. Oui, je sais déjà ce que vous pensez. C'était dégoûtant, inacceptable. Mais j'avais 15 ans. Et pour moi, à ce moment-là, c'était flatteur qu'un gars plus vieux me veuille. Mes parents n'ont même pas demandé quand ils m'ont vu arriver en train de déménager des kitschis à faire. Alors j'ai pensé que tout allait bien. Les amis de l'école me disaient de ne pas emménager avec lui. Je les ai écoutées à moitié. J'ai pensé qu'elles étaient jalouses. J'ai fermé la porte et je les ai coupées. On va l'appeler Jean-Guy. Jean-Guy était accro à la méthamphétamine. Je devrais dire était, mais je sais au fond de moi qu'il l'est encore. L'appartement où j'ai emménagé puait la moisissure. Le plancher pourrissait. Des gens passaient à toute heure, parfois la nuit. C'était sale, claustrophobe. Au début, une partie de moi a regretté. Mais j'étais têtu. Et la vie avec Jean-Guy, elle avait l'air cool pour une fille de 15 ans. On fumait tout le temps. Il me procurait ce que je voulais en volant dans les magasins. Il me complimentait. Il me disait que j'étais incroyable, qu'il m'aimait. Et puis, quand il se droguait trop, il me frappait. Il s'excusait après. Je pardonnais. Où allais-je aller de toute façon? Il me répétait que personne ne m'aimerait autant que lui.
Le piège s'est refermé plus vite que je ne l'ai compris. À 16 ans, il m'a demandé si je voulais essayer. J'ai dit non plusieurs fois, mais il m'a harcelé. Il a supplié. J'ai fini par céder. La première fois, je n'ai pas su décrire la sensation. C'était comme avaler le feu et devenir plus légère en même temps. J'ai su tout de suite que j'en voulais encore. 1 an plus tard, j'ai réalisé que j'avais un problème. Je ne pouvais plus arrêter. Je ne pouvais même pas tenir une demi-journée sans planer. C'était tout ce à quoi je pensais. Ça m'a bouffé. À 18 ans, je suis tombé sur une vieille amie du quartier au dépanneur. Elle m'a vu et elle a eu un hoquet de surprise. Sa bouche s'est ouverte. Son regard m'a percé. Je faisais peur. Mes dents étaient pourries. Mes cheveux étaient sales. Mes vêtements en lambeaux. Elle n'a pas lâché un mot au début. Juste, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai eu honte. J'ai voulu disparaître. On a parlé pendant des heures. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé depuis la dernière fois qu'on s'était vu. Elle m'a écouté. Elle m'a prise dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle voulait m'aider. Son mari travaillait dans un centre de désintoxication à Laval. Elle croyait qu'il pourrait me faire admettre si j'étais d'accord. Honnêtement, je pensais ne pas être prête. Mais quelque chose au fond de moi savait que je ne serais peut-être jamais prête. L'occasion était là. J'ai dit oui. J'ai quitté Jean-Guy cette nuit-là. Quand il a appris où j'allais, sa colère m'a dépassé. Il m'a battu. Il a sorti toutes mes affaires sur le gazon devant l'immeuble. Et il les a enflammées. Il m'a dit que mourir était la seule façon de se débarrasser de lui. J'ai appelé mon amie. Elle et son mari sont arrivés en un peu moins de 10 minutes. Jean-Guy hurlait, insultait, tirait des lames de mauvaise foi pendant que je montais dans la voiture. Dans la voiture, il m'a dit que ma vie ne vaudrait rien sans lui. Je suis parti. Je n'ai jamais regardé en arrière. J'ai fait le centre. Je suis sorti propre. Cela fait maintenant 9 ans que je suis sobre. Ce n'a pas été facile. Pas du tout. Une thérapeute m'avait dit de partir de la ville, d'aller ailleurs au Québec, loin des visages et des rues qui m'avaient entraîné. Alors je l'ai fait. Je suis allé m'installer dans un petit village des cantons de l'Est, près de Sherbrooke. J'ai repris mes études. J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires. Ensuite, je suis allé au cégep, puis à l'université. J'ai terminé un brevet d'enseignement. J'ai commencé à travailler à l'école primaire du coin, à enseigner l'histoire. Et puis je l'ai rencontré, l'homme que j'appelle aujourd'hui mon mari. Je n'avais jamais su qu'on pouvait être traité ainsi, qu'un homme pouvait être doux, patient. J'étais heureuse. Pour la première fois, une stabilité. Quand il m'a demandé ma main, j'étais aux anges. J'ai commencé à planifier. Petite cérémonie, peu d'invités. Ça m'importait peu, j'étais juste contente de l'épouser. Le jour J, j'étais nerveuse, pas du genre à reculer, juste cette nervosité électrique avant quelque chose de grand. La cérémonie s'est déroulée comme dans un rêve. On a dit nos vœux. Les larmes ont coulé sur beaucoup de visages, les miens compris. C'était parfait. Puis est venue la réception. On avait réservé un petit terrain extérieur des cantons de l'Est, avec 2 ou 3 grandes tentes en cas de pluie. Les gens ont fait des toasts. Les musiciens ont lancé la première chanson. Mon mari et moi avons entamé notre première danse. Je tenais son bras. On se balançait doucement dans la nuit, qui sentait l'herbe fraîche et le grillé de barbecue lointain. Et puis, je l'ai vu. J'ai cru devenir dingue. J'ai pensé à une blague atroce. Mais non, il était là, vraiment là. Jean-Guy marchait vers nous, entre les invités,
portant quelque chose enveloppé dans un linge. Le linge, il était maculé de sang. Mon cœur a lâché, comme si quelqu'un l'avait serré dans sa main. Je me suis figé. La musique est devenue épaisse dans mes oreilles. Les voix se sont effilochées en murmures lointains. Mon mari murmurait quelque chose à mon oreille, mais les sons ne passaient plus. Tout ce que je percevais, c'était lui. Lui qui approchait. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme un coup de marteau contre ma poitrine. Mon souffle s'est raccourci. J'ai cherché des yeux qui auraient remarqué. Personne ne bougeait assez vite. Puis le frère de mon mari s'est levé. Il a traversé la foule et s'est planté devant Jean-Guy. Il l'a arrêté d'un geste. J'ai soupiré, soulagé. Mais il a dégagé ses mains. Et là, il a découvert ce qu'il portait. Il a lancé l'objet vers moi comme on balance un sac à la poubelle. C'était lourd, mouillé. Ça a frappé mon visage avec une telle violence que je me suis effondré au sol en quelques secondes. Le goût du fer m'a envahi la bouche. Le cri aigu dans mes oreilles était le sien, mais je l'entendais déformé, comme à travers une eau sale. La pièce a tangué. Mes sens se sont embrouillés. J'entendais des gens crier, mais je ne comprenais plus les mots. Je suis tombé. J'ai regardé vers ma robe. Il y avait du sang partout. Le linge n'était pas seulement taché, c'était humide, luisant. La chair encore rugueuse, la tête, une tête de porc. Il m'avait lancé une tête de porc, tranchée, dégoulinante, pile sur mon visage. Je me suis souvenu de l'odeur, le cuir, la graisse, le métal du sang. L'odeur m'a traversé comme une lame. Je me suis mis à vomir. J'avais avalé du sang à l'impact. J'en ai senti le goût âpre couler dans ma gorge. La panique m'a étranglé. J'ai commencé à respirer vite, trop vite. On m'a vu tomber dans l'arène des tentes, sous les lumières factices et les regards ébahis. Ils m'ont relevé à l'arrière d'une ambulance. J'ai senti la texture de ma robe qui collait à ma peau, molle, humide. Les secouristes ont coupé le tissu pour chercher des blessures. Ils n'arrivaient pas à dire si tout ce sang venait de moi ou de la tête de porc. Mes joues étaient griffées. J'avais quelques lacérations au visage. On m'a traîné vers l'hôpital de Sherbrooke parce que mon mari a insisté. Il fallait me tester pour des infections, pour tout ce qu'on pouvait attraper. Après que je me sois évanoui, des hommes de la famille de mon mari ont sauté sur Jean-Guy. Ils l'ont mis à terre et l'ont frappé jusqu'à ce qu'il soit à son tour ensanglanté et inconscient. Quand les agents de la Sûreté du Québec sont arrivés, ils l'ont aussi emmené à l'hôpital, traité pour des blessures internes dues à la bastonnade. On a arrêté tout le monde, ou du moins, on a enregistré ce qu'il s'était passé. Moi, j'étais cassé, mais pas physiquement à en mourir. Quelques égratignures, des contusions. Mais le mal qui est resté, c'était autre chose. Un traumatisme qui colle à la peau. Chaque fois que j'entends un bruit fort, mon cœur se serre encore comme ce soir-là. Chaque fois que je sens l'odeur métallique, je retombe quelques instants dans la terreur. On a refait une petite cérémonie quelques mois plus tard, chez les parents de mon mari, juste pour réparer la mémoire du jour qui avait été ruiné. C'était simple. C'était exactement comme je l'avais rêvé. Intime, chaud, sans tête sanglante dans les assiettes. Je voulais que ce soit comme ça qu'on se souvienne de notre mariage. Jean-Guy a été condamné à 4 ans de prison à l'établissement de Donnacona, puis à une mise à l'épreuve de 5 ans à sa sortie. Quand j'ai entendu la durée de sa peine, j'ai senti un poids se lever un peu de ma poitrine. Mais la peur, elle, est restée. Mon mari m'a juré qu'il ferait tout pour me protéger. Il l'a fait.
Il me protège encore. Cela fait maintenant 4 ans que nous sommes mariés. Je me sens en sécurité avec lui. Mais l'ombre de Jean-Guy plane toujours. On m'a dit qu'il devrait être libéré dans les prochains mois. Depuis que j'ai appris ça, je prie, très fort. Je supplie que sa rage se soit fanée, que sa folie n'ait pas grandi pendant qu'il était enfermé. Parce que si quelque chose dans sa tête n'a pas changé, il pourrait revenir. Et je garde cette image, collée derrière les paupières, la tête de porc qui me tombe dessus, le goût du sang, la nuit qui bascule. Je vous raconte ça à voix basse, parce que je veux que vous sentiez l'air glacial de ce soir-là, que vous entendiez ma respiration qui s'est coupée, que vous compreniez comment un moment de bonheur peut se fendre en deux et laisser passer quelque chose d'abject. J'ai survécu à la violence physique, mais parfois, la nuit, je me réveille et mon cou est humide. Mon cœur tambourine comme si quelqu'un venait d'empoigner ma cage thoracique. Et je me demande ce que ferait Jean-Guy si, au lieu d'une tête de porc, il décidait de me lancer autre chose. Alors j'en prie, et je me serre plus fort contre l'homme qui m'a sauvé. Et je raconte, pour conjurer la peur, parce que le silence pourrait le laisser respirer. Parce que raconter, parfois, c'est tenir la main sur la blessure et refuser qu'elle devienne un abîme. Je n'avais jamais pensé que je me marierais. Je n'avais jamais été le genre à vouloir ça. Je n'ai jamais été non plus fait pour les relations, vraiment. Au secondaire, ma mère me suppliait de me trouver une copine. Elle ne voulait pas que je finisse seul. Moi, je m'en fichais. Ce n'était pas que j'aimais être isolé. C'était juste que l'idée de m'attacher pour la vie à une seule personne me terrifiait. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Élise. Elle était tout ce dont je n'avais même pas su rêver. La première fois que je l'ai vue, j'ai su qu'elle était différente. On avait 18 ans quand on a emménagé ensemble, à Montréal. Quand elle m'a demandé en mariage, j'ai eu l'impression d'être entier. Perdre ça a rendu la chute pire que tout. Élise a décidé d'organiser notre mariage elle-même. Elle était certaine, furieusement certaine. Elle voulait se marier sur ce petit bateau de croisière qui faisait le service sur le lac des Deux Montagnes. C'était courant au Québec, moins cher qu'une salle traditionnelle. J'étais d'accord, ça voulait dire un mariage en été. Moi, je craignais surtout le bruit des autres bateaux, des motomarines, ces moteurs qui hurlent. Mais elle était inflexible. Un peu de bruit ne gâcherait pas sa journée. C'était décidé. La cérémonie sur le bateau, la réception chez ses parents. Elle en parlait tout le temps. Le matin, la dernière chose le soir. Le jour où elle a choisi sa robe, elle en a parlé comme si le soleil la suivait. Elle décrivait les strass, les perles, la façon dont la lumière allait danser dessus. Je n'avais pas vu la robe, mais sa voix suffisait. Même si elle avait mis un sac poubelle blanc, elle aurait été la plus belle femme du monde à mes yeux. C'était en juillet. Le soleil frappait fort, l'air collait. On a marché sur la digue. Son père, Jean-François, portait sa robe. Apparemment, elle était trop lourde pour Élise, pour sa mère Marie-Claude aussi. On est monté à bord. Le capitaine a attendu qu'on soit prêt. Puis on a quitté le quai. Le bateau était assez grand pour accueillir environ 20 personnes assises. Même sous la chaleur, rien ne valait la vue du lac. Je suis resté à la proue. La musique a commencé. Je l'ai vue avancer. Et bon sang, elle était incroyable. À cet instant, j'étais l'homme le plus heureux au monde. Rien n'aurait pu me préparer à ce qui est arrivé quelques secondes plus tard.
J'ai entendu un moteur hurler à ma gauche. Au début, c'était juste agaçant. J'étais concentré sur elle. Je n'ai même pas tourné la tête. Le son est monté, de plus en plus fort. J'ai fini par regarder, mais il était déjà trop tard. Un gros bateau à moteur fonçait droit sur nous, très vite. Les gens ont commencé à crier, à se pousser, à sauter. J'ai vu la terreur sur le visage d'Élise. Le bateau a percuté le nôtre, presque elle. Puis la violence m'a projeté hors du bateau. On m'a envoyé dans l'eau, avant que j'aie eu le temps de respirer. Quand j'ai refait surface, l'air avait un goût de métal et d'essence. J'ai entendu des cris qui se tordaient dans l'air, des voix qui ne ressemblaient plus à rien. Mon premier réflexe a été de chercher Élise. Le bateau coulait vite. J'étais à au moins 20 pieds. J'ai nagé comme un fou. J'ai cru m'évanouir sous l'effort. De la fumée montait là où les coques s'étaient rebrisées. Des gens s'accrochaient à ce qu'ils pouvaient, flottants, tremblants. J'ai retrouvé Jean-François et je lui ai crié « Où est-elle » Il n'a pas su. Il m'a dit qu'elle était là, près de lui, puis qu'elle n'y était plus. Les réponses étaient brisées, éparses. Les blessés gardaient toute leur énergie pour ne pas couler. C'était le chaos, la panique. Je me souviens d'une odeur tenace, mélange de carburant, d'algues écrasées, de chair peinée. Sur le moment, j'étais furieux. Maintenant, avec du recul, je me suis dit que sa robe aurait dû être le signe. Elle brillait. Elle aurait dû être facile à repérer. Mais sur le lac, sous la surface, tout se confusionnait. Sur les 25 personnes montées sur ce bateau, presque 10 étaient introuvables. Ma peur s'est muée en pire. La robe, si lourde, pouvait l'avoir entraînée sous l'eau. L'eau était profonde. Quand je plongeais, l'obscurité m'avalait. Je ne voyais rien. Des bulles montaient, des débris flottaient comme des fantômes. D'autres embarcations sont arrivées. Des gens nous ont repêchés. On a compté ceux qui étaient sortis de l'eau. 3 personnes manquaient. Élise, sa mère Marie-Claude et le photographe. La Sûreté du Québec a été appelée. Des plongeurs sont arrivés. J'ai compris ce que ça impliquait. Ils cherchaient des corps. Ils n'ont pas tardé à trouver Élise. Ils m'ont dit que sa robe s'était accrochée dans l'épave, qu'elle avait été tirée vers le fond, qu'elle s'était noyée. Les mots m'ont frappé comme un coup. Je les ai entendus, mais j'avais l'impression qu'ils venaient d'un endroit lointain. Sa mère a été retrouvée plus tard, flottant un peu à l'écart du lieu du choc. Épuisée, presque miraculeusement indemne. Le photographe, lui, avait été pris entre les coques au moment de l'impact. Son corps a été retrouvé dans les débris. Ils ont dit qu'il était mort sur le coup. Nous avons fait une messe pour lui. Voir ces photos, réelles, c'était presque trop. Ça me donnait envie de hurler. Je souhaitais que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Me réveiller et la trouver là, à ma gauche, avec son sourire qui me rassurait. Mais le réveil n'est jamais venu. C'était la nouvelle réalité. J'étais écrasé, dévasté. Ces mots ne rendent rien. Ils ne frôlent pas la noirceur qui m'a envahi. Ma vie a fini ce jour-là, avec la sienne. Elle était tout. Et en quelques secondes, on me l'a arrachée. Ça fait maintenant 5 ans. Les gens me disent de me remettre en jeu, de rencontrer quelqu'un d'autre, de guérir avec le temps. Ils ne voient pas. Ils ne comprennent pas que ce serait injuste pour une autre femme. Rien ne vaudra Élise. Rien ne lui ressemblera. Je pense à elle chaque jour. Le manque ne s'apaise pas. Au début, j'ai cru qu'avec le temps, la douleur s'atténuerait. Ce n'est pas arrivé. J'espère, parfois dans mes rêves, retrouver une normalité qui m'échappe. Mais au fond, je sais ce que ma mère disait.
je finirai seul. La différence maintenant, c'est que ce sera mon choix. Et parfois, quand la nuit est lourde et que le silence de mon appartement oublie de respirer, j'entends encore ce moteur, comme un hurlement qui revient. Je revois la proue. Je sens l'eau glacée me clouer la langue. Je sens sa robe qui me frôle les doigts sous la surface, comme un tissu tirant, s'accrochant. J'entends les bulles qui montent. J'entends les voix qui se déchirent. Et je me demande comment quelque chose d'aussi lumineux que son rire a fini, englouti par du métal et du bois et de l'essence. Parfois, la nuit, je pense la voir se pencher vers moi dans l'obscurité, comme si la robe revenait pour me réclamer. J'ai essayé de ne pas y croire. J'ai essayé de vivre. Mais le lac m'a pris une part de moi que je ne retrouverai jamais. Et la mémoire, elle, refuse de me laisser partir. Alors je bois parfois, je parle peu, et je garde la scène gravée, en couleurs et en bruit. Les sirènes, les cris, l'odeur d'essence, la robe qui brillait. Le pire, c'est que je sais que je ne l'oublierai jamais. Je sais aussi que je n'ai plus faim pour autre chose que ce souvenir. Je mourrai peut-être seul, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est ce que je mérite. Mais il y a des nuits où je me demande, est-ce que le lac la garde ? Est-ce que quelque chose remue encore parmi les débris, une lueur, un tissu qui ressemble à une main ? Ces images me hantent. Elles viennent quand je ferme les yeux. Elles m'ouvrent la gorge et m'empêchent de respirer. Elles me tiennent éveillé. Je ne prétends pas être fort. Je prétends juste que ce soir encore, quand je raconte, ma voix se casse. Et quand je ferme les yeux, j'entends un moteur, toujours trop près, toujours prêt à frapper. Les mariages, ça m'avait toujours paru étouffant, trop. J'avais juste voulu qu'on se casse à deux, loin de tout, mais ma fiancée avait refusé. Elle voulait une cérémonie gigantesque, hors de prix, dans un grand endroit à Montréal. Et moi, même si j'en avais les moyens, c'était littéralement mon pire cauchemar. On était l'opposé l'un de l'autre. Et oui, ce vieux dicton « les contraires s'attirent » n'a jamais été aussi vrai. Je ne l'avais jamais aimée comme je l'aimais elle. Alors j'avais cédé. J'avais dit oui à la grande fiesta, mais à une condition, je devais choisir le menu. Elle n'avait pas du tout aimé. Elle avait protesté. J'avais tenu bon. Je lui ai dit que c'était le seul moyen pour qu'elle obtienne ce qu'elle voulait. Finalement, elle avait fini par accepter. Et ça a commencé. La chasse au repas parfait pour ce jour-là. Je me suis mis à écumer les restos de Montréal et de Laval. Tous les genres, toutes les saveurs. Choisir, ça m'a paru plus dur que prévu. Une semaine avant le mariage, Lucie m'a demandé ce que j'avais choisi. Mon cœur s'est effondré jusque dans mes jambes. J'ai senti la chaleur me monter au visage. J'avais complètement oublié, totalement. Je n'ai pas su lui répondre. Quand elle a reposé la question, j'ai détourné le regard. À la 4e fois, après mon silence répété, elle m'a donné une petite claque sur l'épaule et d'une voix qui aurait arrêté la circulation sur le boulevard Saint-Laurent, elle a dit « T'as pas réservé de traiteur, c'est ça ?» J'ai rougi comme jamais. J'étais embarrassé, mais je n'allais pas lui donner raison. Mon entêtement avait toujours été plus fort que ma sagesse. Je l'ai regardé dans les yeux, aussi calme que possible, et je lui ai annoncé que j'avais décidé. Ce serait de la nourriture thaïlandaise pour la soirée du mariage. Elle avait eu l'air dubitative, mais ça lui a suffi sur le moment. Elle n'était pas ravie, mais elle ne pensait pas que je m'en occuperais réellement. Alors elle s'est contentée de mon choix. Cette nuit-là,
Je lui ai dit que je la rejoindrais tard, que j'avais des trucs à régler. En réalité, je n'ai quasiment pas fermé l'œil. J'ai passé la nuit à chercher au dernier moment un traiteur thaïlandais dans la région de Montréal. Au matin, j'ai appelé 5 restaurants thaïlandais différents autour du Québec, même dans le plateau Mont-Royal. Tous ont refusé. Le dernier m'a donné le numéro de sa tante, qui habitait à Saint-Léonard, en me disant qu'elle faisait une excellente cuisine thaïlandaise et qu'il était presque certain, à 90%, qu'elle pourrait préparer assez pour le mariage avec l'aide de sa famille. J'étais sceptique, mais je n'avais pas d'autre option. Je n'allais pas dire à Lucie la vérité, que j'avais zappé, que j'avais paniqué. J'ai appelé la dame. Elle a dit qu'elle pouvait s'en charger, mais que, pour un délai si court et pour la quantité demandée, ça coûterait environ 10 000 $ canadiens. C'était un gros montant, mais il fallait nourrir plus de 200 invités. Elle m'a expliqué qu'elle devrait mobiliser ses frères, ses sœurs, ses enfants, toute la famille cuisinière pour tenir le rythme. Après l'appel, j'étais étonnamment optimiste. Le grand jour est arrivé. Je n'ai pas menti quand j'ai dit que je l'avais redouté. J'ai pensé à Lucie, radieuse, dans l'église Saint-Eustache, et à la réception dans une salle huppée à Longueuil. Elle allait adorer. Moi, j'allais détester. Pourtant, j'ai tout accepté pour elle. Le repas thaï est arrivé à la salle tôt le matin. Le personnel a reçu des consignes sur la manière de servir et de réchauffer les plats. Quand je suis allé vérifier, tout avait l'air parfait. Les plats sentaient fort, citronnelle, piment, coriandre fraîche. Ça m'a soulagé. Ma femme m'a même regardé et elle m'a dit qu'elle était fière que j'ai tenu parole. J'avais presque savouré un moment. Les invités ont attaqué les plats. Tout le monde semblait ravi. Ça valait l'argent dépensé. J'ai ressenti une étrange fierté. Mais cette sensation n'a pas tenu. Environ 6 heures après le début du service, vers la fin de la réception, Lucie est venue me voir. Elle avait le visage pâle. Elle m'a dit qu'elle avait mal au ventre et qu'elle irait aux toilettes si j'avais besoin d'elle. Je l'ai prise pour une coïncidence. Ma sœur est venue ensuite en se plaignant de la même chose. J'ai balayé ça d'un geste. Je n'ai pas pu faire semblant plus longtemps. Mon estomac a commencé à vriller. La sueur m'a couvert le front. J'ai senti une envie de vomir qui a grimpé, implacable. Je suis parti à la recherche des toilettes. Et quand je les ai trouvées, j'ai réalisé que des dizaines d'autres personnes avaient eu la même idée. La file pour les toilettes intérieures comptait au moins 40 personnes et elle s'allongeait à vue d'œil. Même les toilettes portatives dehors étaient prises d'assaut. Puis ça a commencé. J'ai regardé, pétrifié. Presque tout le monde, d'un coup, a commencé à vomir. Pas discrètement, pas sur le côté. Des projections partout. C'était violent, irrépressible. Des centaines d'entre nous dans cette salle immaculée transformée en enfer. On a vomi sur les sols, sur les nappes, sur les murs. L'odeur m'est restée. Bile, acide, estomac brûlé. Ça me collait à la gorge. Mes yeux ont piqué. Mon nez a brûlé. Les sons, des gémissements, des crachats, des choses qui glissent, des chaises qui basculent. Le tapis noirci se gorgeait d'un liquide visqueux. Je sentais mon propre corps se trahir. Le cœur qui tambourinait dans la poitrine, la respiration hachée, l'envie. Et puis je me suis retrouvé à hurler aussi, à rendre. J'ai contribué à cette mare. C'était comme un mauvais film d'horreur, mais plus réel, plus près, plus dégueulasse. À un moment, quelqu'un a fini par appeler une ambulance. La plupart des malades ont accepté d'aller à l'hôpital. Comme au CHUM, j'ai su ce qui allait suivre.
de l'intoxication alimentaire, c'était évident. Je n'avais pas besoin d'un médecin pour le dire. La vérité m'a frappé. J'avais acheté à une femme taillie qui cuisinait chez elle. Une dame inconnue, dans son logement, qui avait promis de nourrir 200 personnes. Et je l'avais fait sans vérifier. J'avais, sans le vouloir, empoisonné ces gens. J'avais mis des amis, de la famille, des collègues, à genoux, à vomir, à souffrir. La plupart des personnes hospitalisées ont été testées. Beaucoup ont eu des résultats positifs pour E. coli. Certains ont passé de longs jours à l'hôpital. D'autres sont rentrés le soir même, vidés mais vivants. L'ampleur de l'épidémie m'a forcé à cracher la vérité. J'ai appelé la Sûreté du Québec. J'ai tout raconté. J'ai dit comment j'avais trouvé cette femme, comment je l'avais payée, ce que je lui avais demandé. Les conséquences sont tombées comme un coup près. Plusieurs invités les plus affectés ont décidé de poursuivre en justice, contre moi, contre Lucie, contre la femme qui avait cuisiné. On nous a tenus responsables. On a été condamnés à payer une somme importante. Je ne vais pas répéter ici la longue liste des plaignants. Je ne veux pas rouvrir ce chapitre sur papier. Mais ça a été énorme. La femme qui avait cuisiné et sa famille, on a découvert qu'ils n'avaient pas de papier en règle. Ils ont été déportés une fois leur statut révélé. Cette image-là, je ne l'ai jamais oubliée. Des gens qui partent, menottés, la mine défaite. Ma femme ne m'a pas regardé pendant presque une semaine. Elle n'a pas voulu dormir dans la même chambre que moi pendant presque un an. Pendant un temps, j'ai cru qu'elle allait demander le divorce. J'avais perdu son regard de confiance. J'avais brisé quelque chose qu'on n'a jamais vraiment recollé. Ça fait environ 6 ans maintenant. Je vis avec une culpabilité qui m'écrase tous les jours. Je me réveille encore, avec le goût du vomi au fond de la gorge, parfois en sursaut. J'aurais dû la laisser décider. J'aurais dû accepter d'être battu sur ce point-là. Et voilà. Mon entêtement m'a coûté cher. Garder raison, prouver que j'avais raison, ça n'a servi à rien. Ça m'a coûté des relations, de l'argent, la paix. Je sais que je ne pourrai jamais réparer totalement ce que j'ai causé. Chaque fois que je sens la citronnelle ou la coriandre, mon cœur rate un battement. Chaque fois que j'entends quelqu'un appeler une ambulance à la télé, j'entends encore des vomissements dans ma tête. Et parfois, la nuit, je me revois dans cette salle, entouré de corps qui se tordent, et je me dis que j'aurais dû me taire, que j'aurais dû laisser Lucie choisir, que j'aurais dû faire ce que la raison dictait. La leçon, je l'ai apprise, à la dure, à un prix que je paye encore chaque jour. Je vis avec la honte, et quand je parle de tout ça maintenant, entouré d'amis au bar, je baisse la voix. Parce que ce n'est pas seulement une histoire de repas ratés. C'est une histoire de confiance détruite, d'odeurs qui restent, de nuits blanches et de gens qui ont souffert à cause de ma connerie. Je l'ai appris trop tard. L'entêtement ne paie pas. Je suis une femme de 34 ans qui est obsédée par Halloween. Vraiment obsédée. On ne m'a jamais laissé célébrer quand j'étais petite. Mes parents disaient que c'était une porte ouverte vers le culte du démon. Je me souviens de l'odeur de la maison, toujours trop propre, le parfum de lessive qui étouffait tout ce qui pouvait sentir la fête. Je lisais les livres qu'ils approuvaient. Je faisais les activités qu'ils autorisaient. Devoirs, ménage. Pendant que tout le quartier se décorait, moi j'étais coincé derrière la fenêtre, à regarder des citrouilles allumées chez les autres, comme si c'était des feux lointains. Je vous dis ça pour que vous compreniez pourquoi, une fois adulte, mon amour pour Halloween a débordé. J'ai rattrapé le temps perdu à coups de décor, de maquillage,
de guirlandes qui grincent. À 20 ans, j'ai fini par me fâcher avec mes parents. J'ai eu le courage de leur dire à quel point j'avais détesté mon enfance. Ils n'ont jamais compris. À leurs yeux, tout avait été parfait. Moi, je me suis senti étouffé. À 27 ans, j'en ai eu assez. J'ai fait ma valise, je suis parti. Je suis allé m'installer à Montréal, au Québec. J'avais fini les études en soins infirmiers et je travaillais depuis environ 1 an déjà. J'ai choisi un appartement près de l'hôpital où je bossais, dans le quartier Rosemont. Je n'avais jamais vraiment imaginé devenir infirmière. Mes amis avaient décidé d'y aller, et comme je suis du genre à suivre, je les ai suivis. Mais j'ai fini par aimer ça. Les gens m'attiraient. Les relier à un peu de confort quand tout autour était flou, c'était ma récompense. Le contact avec la sueur, le sang, ce que d'autres jugent dégoûtant ne m'a jamais fait peur. J'ai aimé tenir la main d'un inconnu, calmer sa respiration, sentir son cœur qui me dit merci par battement. Au bout d'un certain temps, 4 ans à l'hôpital, j'ai rencontré l'homme qui allait devenir mon mari. Il s'appelait André, mais tout le monde l'appelait Andy. Il était médecin à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Quand il m'a enfin demandé en mariage, j'étais folle de joie. Ça lui avait pris 4 longues années pour sauter le pas. J'ai été presque surprise qu'il le fasse. Quand est venu le moment d'organiser le mariage, j'ai été catégorique. Je voulais la date d'Halloween. À l'origine, j'imaginais un mariage déguisé, sombre, avec une ambiance à faire frissonner. Andy a trouvé ça trop. Il a dit que le thème c'était trop et que je devais me contenter d'un mariage plus traditionnel le jour même d'Halloween. C'était un compromis que j'ai accepté, mais j'ai réussi à glisser quelques citrouilles dans la déco. Je me suis dit qu'il ne verrait pas d'inconvénient. Le jour J, je n'ai pas invité mes parents. Je suis sûr qu'ils n'auraient pas mis le nez dehors ce soir-là. Ils n'ont jamais fêté Halloween. L'idée me fait encore sourire. C'est absurde. Quand on est arrivé au lieu, au parc Jarry, j'ai été renversé. Ils avaient transformé l'endroit en un cauchemar sublime. Toiles d'araignée, lampions tordus, ombres projetées sur la pelouse. C'était exactement ce que j'avais rêvé pendant toutes ces années. Mon premier réflexe a été d'avoir peur qu'Andy pense que c'était moi qui avais tout organisé. Mais, surprise, il m'avait préparé le mariage déguisé auquel j'avais pensé. Quand je suis descendu l'allée, tout le monde était costumé. On aurait dit un bal masqué qui avait marché hors du temps. Pendant la réception, les invités restaient dans leur personnage et faisaient des toasts comme s'ils étaient vraiment ce qu'ils représentaient. On riait, on buvait. L'air sentait la cannelle, le caramel brûlé et quelque chose d'aigre qui faisait penser à du sang imaginaire. Les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles. Un tambour que j'ai accueilli comme un tambour de fête. Au bout d'environ 1 heure, un fracas énorme a retenti dans la tente du traiteur. Un bruit sec, comme une étagère qui cède. Tout le monde s'est tourné. Un serveur est sorti, en se tenant le ventre. Sa chemise s'est mise à s'imprégner de rouge. Les rires ont fusé. Nous étions à un mariage d'Halloween. On a tous pensé que c'était une mise en scène. Moi, j'ai ri aussi, malgré la petite tension qui m'a traversé. Puis un autre serveur, Jean-François, est arrivé en courant et s'est agenouillé près de son collègue. Il a crié qu'il fallait appeler le 911, mais dans la nuit, ces mots sont devenus des applaudissements. Le public a applaudi encore plus fort, comme si on venait d'assister à une performance réussie. On a commencé à lancer des pièces d'$1 et des pièces de $2 sur eux, un geste ridicule, à jeter de la monnaie comme on aurait jeté des confettis sur des acteurs.
Le cœur me battait de plus en plus vite. Le bruit de la musique couvrait tout. Les rires devenaient sinistres, empilés les uns sur les autres. La chemise du blessé s'est ouverte davantage. Une mare s'est formée autour de lui, sombre et brillante. Jean-François prenait la main de son ami et répétait « s'il vous plaît », les lèvres tremblantes, les yeux brillants de larmes. Il suppliait, mais personne n'arrêtait le spectacle. Après quelques minutes, les gens ont commencé à s'éloigner, comme si la curiosité les avait lassés. Les conversations ont repris, les verres se sont levés à nouveau. J'ai senti la bile me remonter. Mon pouls cognait contre mes tempes. Je me suis poussé à travers la foule. Je me suis agenouillé devant eux. Jean-François m'a regardé. Ses yeux étaient mouillés. Il m'a dit, les mots sortis en rafale, que ce n'était pas une blague, que ce n'était pas une mise en scène, que son ami était en train de mourir à ses pieds et que personne ne faisait rien. Au début, j'ai eu envie de sourire, de me dire que c'était une farce magistrale. Puis j'ai vu le regard. Ce regard-là n'avait rien d'improvisé. Sa voix a cassé. Il a dit qu'il était resté parce qu'il ne pouvait pas laisser son ami seul avec un public qui le prenait pour un comédien. Ça m'a traversé comme un coup de froid. J'ai hurlé. J'ai hurlé pour qu'on ferme la musique, pour qu'on se taise. J'ai appelé Andy. Il a accouru et s'est mis en mode médecin comme il savait si bien le faire. Il a arraché la chemise du blessé. Une plaie profonde trônait sur l'abdomen, large, une coupure qui semblait avaler la lumière. L'odeur métallique du sang a empli la tente, âpre, proche, et j'ai senti ma gorge se nouer. On a comprimé la blessure du mieux qu'on a pu, avec des serviettes, des mains pressées, en maintenant une pression vigilante, chaque seconde étirée comme du plomb. Enfin, quelqu'un a appelé le 911. On a appris plus tard que ça avait pris 8 minutes entières avant que la police soit prévenue. 8 minutes pendant lesquelles il avait perdu du sang. 8 minutes où le seul bruit dominant avait été des conversations qui reprenaient, des rires qui tentaient de noyer la réalité. Les agents de la Sûreté du Québec ont fini par baliser la scène. L'ambulance est arrivée. Andy est monté avec lui, serrant la main du blessé comme si c'était une bouée. La nuit a resté collée à nos vêtements, humide et lourde. On a passé la nuit à attendre des nouvelles à l'hôpital du Sacré-Cœur. Le temps s'est étiré comme un film mauvais. On a su qu'il avait été opéré, qu'il avait passé plusieurs nuits à l'hôpital. Les médecins ont dit que, chance ou compétence, il allait s'en sortir. On a respiré un peu. Plus tard, il nous a raconté que la coupure venait d'un couteau du traiteur. Il ne savait pas comment il s'était coupé. Quand ça s'est produit, il cherchait juste à obtenir de l'aide, à retrouver quelqu'un qui le prenne au sérieux. Il nous a dit qu'il n'en voulait à personne d'avoir cru à une mise en scène. Il en a ri, d'un rire qui sonnait encore un peu cassé. C'était typique de sa malchance. On a gardé contact avec lui et avec Jean-François. Il nous a demandé de raconter l'histoire sans donner son nom, ni aucun détail qui permettrait de l'identifier. Il vit mieux maintenant. Il a monté sa propre compagnie de traiteurs à Laval. Il travaille beaucoup, mais il refuse de travailler la nuit d'Halloween. Il a dit qu'il préfère rester chez lui quand le monde déguisé envahit la rue, que l'obscurité et les déguisements lui rappellent que parfois, la frontière entre le spectacle et l'horreur est juste une chemise tachée de rouge. Quand je pense à cette nuit, je revois les petites choses. La façon dont la lumière des lampions a tremblé sur la mare de sang, l'odeur âpre qui a remplacé la cannelle pendant un instant, et ce silence, d'abord un silence de stupeur, puis un silence presque complice,
avant que la fête ne reprenne. J'entends encore le battement de mon cœur, un tambour qui me dit que, parfois, l'horreur n'est pas derrière la porte, mais assise à table, avec nous, cuillère en main, en train d'attendre que quelqu'un remarque qu'elle est vraie. Depuis, à chaque Halloween, je regarde autour de moi différemment. Les rires me semblent plus tranchants. Les costumes me rappellent combien il est facile de confondre la mise en scène et la réalité. Et je n'oublierai jamais le visage de Jean-François, ses larmes qui brillent et la demande qui m'a glacé. Faites-le taire, aidez-le. Nous aurions dû faire mieux. Nous avons eu de la chance que ce soir-là, la mauvaise blague n'ait pas coûté une vie. Mais la peur est restée, collée à mes vêtements, comme un tissu brûlé que je ne peux pas jeter. Je vous le raconte au creux d'une voix, comme si j'étais au fond d'un bar sombre, parce que c'est ainsi que j'ai retenu cette histoire, comme une mise en garde. Ne laissez jamais le spectacle avaler la personne qui crie vraiment. Ne laissez pas la peur de paraître ridicule vous voler la possibilité d'agir. Et si, un jour, vous entendez quelqu'un crier que ce n'est pas une blague, croyez-le, surtout à Halloween. Je suis ce qu'on appelle une demoiselle d'honneur en série. Toujours la demoiselle, jamais la mariée. Ma vie, en gros. J'ai assisté à des tas de mariages qui n'étaient pas le mien. Alors, quand ma copine Marie-Claude m'a demandé d'être l'une de ces demoiselles d'honneur, j'ai dit oui sans hésiter. Son mariage était prévu dans 8 mois, dans un endroit magnifique du Vieux-Montréal. J'ai décidé de perdre du poids pour rentrer dans ma robe et enfin me sentir bien. J'ai bossé dur, j'ai sué, j'ai maigri, j'avais perdu environ 80 livres quand elle a commandé ma robe, une taille plus grande, 1 mois avant le mariage. Je lui avais demandé d'attendre, elle ne m'a pas cru. On nous a demandé d'aller essayer nos robes dans une boutique de robes de mariée sur la rue Sainte-Catherine. Ma robe n'était plus à ma taille, on a pris mes mensurations, la couturière m'a assuré qu'elle allait ajuster la robe parfaitement pour mon nouveau corps. Elle m'a dit que ce serait prêt pour l'église Notre-Dame-Basilique. J'étais aux anges. La veille du mariage, j'ai récupéré la robe au magasin, je l'ai accrochée dans le placard de mon petit studio sur l'avenue du Mont-Royal. Je me suis endormie le sourire aux lèvres, heureuse pour une fois d'avoir une robe qui me mettait en valeur, d'avoir enfin atteint quelque chose pour moi. Le matin du mariage, j'ai pris la robe. Je suis parti pour le lieu près du fleuve Saint-Laurent. On s'est préparés toutes ensemble. Quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai été submergé. Je me trouvais incroyable. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti la confiance me traverser. Mais la robe était étrangement serrée. La dentelle au niveau des jambes me picotait, me plantait presque. Au début, c'était une gêne. Après, c'était une douleur qui a grimpé, incessante. Marcher sur les pavés historiques, sentir chaque caillou résonner sous mes talons. Ça a aggravé la sensation comme si on enfonçait des aiguilles. Même immobile, assise, debout, il n'y avait aucun répit. Après la cérémonie, une amie a remarqué des petites taches de sang qui transparaissaient au bas de la robe. J'ai eu peur. J'avais assez. J'ai décidé d'enlever la robe avant la réception. En la faisant glisser sur mes jambes, j'ai découvert mes mollets couverts de petits points de sang, comme des trous d'épingles, douloureux au toucher. J'ai fouillé la robe à la recherche d'épingles. Rien. J'ai supposé que c'était la dentelle qui m'avait entaillé, comme je l'avais cru au départ. Je me suis changé en short et je me suis dit que ça irait mieux pour la soirée. Mais au lieu d'aller mieux, c'était pire. Chaque pas était une lame.
Chaque mouvement faisait jaillir des claquements dans mes mollets. À la fin de la soirée, j'étais au bord des larmes, incapable presque d'avancer. Mon ami proche Jean-François m'a soulevé, m'a porté jusqu'à sa voiture. Il m'a ramené chez moi, à Montréal. Le lendemain, j'ai tenté de voir mon médecin de famille. Il n'avait pas de place avant une semaine au CLSC du Plateau. Et via la RAMQ, il fallait attendre 5 jours pour obtenir un rendez-vous. Problème. Je ne pouvais plus tenir debout. J'étais cloué au lit, ou à peine capable de marcher 5 pas jusqu'à la salle de bain, 5 pas jusqu'à la porte de mon condo. J'ai pensé aux urgences de l'hôpital général de Montréal, mais je me suis dit que j'allais serrer les dents jusqu'au rendez-vous. J'habitais dans un petit studio. Tout était à moins de 15 pas. Durant ces 5 jours, j'ai boitillé, j'ai traîné, j'ai vécu chaque pas comme si quelqu'un enfonçait des couteaux dans mes mollets. La douleur était sourde, puis aiguë, une sorte de percussion qui vous réveille la nuit. Le rythme de mon cœur battait comme une machine à coudre dans ma poitrine. J'ai senti l'odeur du métal, l'odeur du fer du sang quand je changeais de position. Le temps s'est étiré. Quand enfin j'ai vu le médecin au CLSC, je lui ai supplié d'ordonner des radiographies. Il ne l'a pas fait. Il m'a dit que c'était probablement de l'arthrite. Il m'a prescrit plusieurs médicaments, dont un antidouleur. Les autres prescriptions, je les ai arrêtées. Je me sentais prise à la gorge par ce diagnostic qui ne tenait pas. L'antidouleur a aidé un peu. Je tenais 20 pas avant que la douleur me terrasse et que je doive m'asseoir. 20 pas, pour moi, c'était déjà mieux que rien. Pendant des mois, j'ai travaillé de chez moi. Ma vie sociale s'est effilochée. Mes amis sont venus moins souvent. Tout ce que je faisais, c'était me plaindre de la douleur. J'ai consulté d'autres médecins dans des cliniques médicales à Rosemont, au Plateau. J'ai raconté, répété, détaillé la souffrance, mais aucun ne m'a programmé de radiographie par le système public. Le doute m'a rongé. J'ai commencé à douter de tout. J'ai presque voulu tout laisser tomber. J'ai même pensé que l'on me couperait les jambes pour que la douleur cesse. J'en ai eu marre d'entendre que ce n'était pas grave. Alors j'ai pris rendez-vous dans une clinique privée, à Outremont. C'était probablement le 20e médecin que je voyais cette année-là. Je me suis juré de ne pas partir sans qu'il m'envoie pour des examens. Il l'a fait. J'ai obtenu une radiographie des jambes au centre d'imagerie du CHUM le jour suivant. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Le jour des radiographies, j'ai boitillé jusqu'au taxi avec ma canne. J'ai grimpé la table d'examen. J'ai essayé de respirer normalement alors qu'ils prenaient les clichés. Les techniciens ne pouvaient rien me dire sur place. J'ai attendu le lendemain pour voir les images. Quand mon médecin a ouvert les clichés, sa face a changé. Il a eu le regard choqué, horrifié, tout à la fois. Et la mienne, je crois qu'elle devait lui ressembler. Sur les films, on voyait des choses qu'on n'imagine pas. Dans mes mollets, il y avait des aiguilles à coudre, longues, d'environ 2 à 3 pouces, plantées dans le muscle. 4 dans le mollet gauche, 7 dans le droit. Des lignes blanches effilées, comme des insectes rangés sous ma peau. Mon cœur a sauté. J'ai senti à nouveau l'odeur de fer, plus forte, comme si le cliché réveillait le sang. La couturière qui avait retouché ma robe de demoiselle d'honneur, l'année d'avant, à la boutique sur la rue Saint-Denis, avait utilisé des aiguilles à coudre pour maintenir le tissu au lieu d'épingles et les avait oubliées le jour du mariage. J'avais marché, assise, debout, parmi les pavés de Montréal. Et à chaque mouvement, les aiguilles s'étaient enfoncées un peu plus,
jusqu'à disparaître sous la peau. Une fois la robe enlevée, je n'avais plus vu ses pointes, mais elles étaient restées là, dans ma chair, rongeant les nerfs, lacérant le muscle, petit à petit. Pendant 1 an, j'avais marché avec des aiguilles plantées dans les mollets. J'ai raconté ça à des médecins, et personne ne m'a cru. Personne n'avait regardé plus loin que l'arthrite possible. Jusqu'à ce cliché. On a programmé l'opération en quelques jours au CHUM. C'était considéré comme urgent. L'intervention a été salée de frayeur. J'ai senti l'odeur des désinfectants. J'ai entendu les voix étouffées, l'écran qui clignotait, mon cœur qui battait trop fort. Les chirurgiens ont retiré les aiguilles. Ça a fait un bruit sec dans ma tête, un soulagement physique et une colère sourde. Je suis resté quelques jours à l'hôpital pour prévenir l'infection. J'ai dormi mal. J'ai fait des cauchemars d'aiguilles qui revenaient, qui tissaient des robes dans mes veines. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je suis presque remise. J'ai encore des douleurs nerveuses, par moments, comme des souvenirs qui traînent. Mais ce n'est rien comparé à l'année entière où j'ai cru être trahi par mon propre corps et par le monde médical. Cette histoire m'a appris une chose. Il faut être son propre avocat, sans honte. Si quelque chose ne colle pas, insister, crier si besoin, exiger des examens. Sinon, personne ne fouillera assez loin pour voir les aiguilles. Je me souviens des images comme d'un cauchemar trop concret. La robe suspendue, l'odeur du tissu neuf, le fil qui gratte, puis le goût de fer dans ma bouche la nuit. Et la douleur, ce réseau de petites lames qui me rappelait à chaque pas que mon corps avait été traversé et oublié. Si je vous raconte ça, ce n'est pas pour effrayer gratuitement. C'est pour que, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que ce n'est que de l'arthrite, vous pensiez aux aiguilles qui attendent, silencieuses, sous la peau.